Bienvenue dans cette sixième capsule d'aide pédagogique aux étudiants en technologie de fabrication. Toujours dans le chapitre matériaux, on parle aujourd'hui de l'essai de traction. Les objectifs d'un tel essai, c'est de déterminer la ductilité ou la fragilité du matériau, de déterminer la limite élastique et la limite de rupture du matériau testé, déterminer la malléabilité également du matériau et finalement déterminer le niveau de flexibilité ou de rigidité du matériau. Le principe, c'est de soumettre une éprouvette de forme normalisée d'un certain matériau à tester à une charge en traction qui est progressivement croissante et ce jusqu'à fissure. Le chargement s'accompagne par une mesure en continu de delta L, qui est la différence entre L, longueur finale, et L0, longueur initiale de l'éprouvette, et également F, la charge appliquée en newton. La machine est constituée par un cadre rigide, un mort fixe, un mort mobile mu par une traverse mobile, généralement mécanique ou hydraulique, un capteur de force, un dynamomètre, généralement sous forme de S, et un extensomètre, un capteur d'allongement. Il y a également une console ou un pupitre pour contrôler certaines fonctions. Si on fait un zoom sur la partie éprouvette, donc on voit l'éprouvette entre les deux morts fixes et mobiles, et un extensomètre, on le voit plus clair, donc il capte l'allongement de notre éprouvette entre les deux bornes de montage. L'éprouvette, elle est cylindrique pour tout ce qui est matériaux en barre, elle est plate ou prismatique pour les matériaux en tôle, elle est en câble ou en fil pour un matériau en câble ou en fil également. Elle est de forme normalisée, c'est-à-dire le rapport de la partie utile de l'éprouvette, rapport de S0 sur L0 est généralement une constante. La zone de prise où on prend dans les morts, elle est plus grande pour faciliter la prise. Entre la zone de prise et la partie utile, il y a des congés pour minimiser les concentrations de contraintes, alors que la taille, elle est variable. Pourquoi variable? Parce qu'elle est fonction de la capacité de la machine. En fait, si une éprouvette est trop grande pour la machine, on risque de ne pas pouvoir la casser avant la fin de l'essai et l'atteinte de la capacité maximale de la machine. Par contre, si l'éprouvette est trop petite, elle va casser trop rapidement, c'est-à-dire avant que la machine n'atteigne sa zone de précision. Déroulement de l'essai. Comment ça se déroule? Donc, on va appliquer une charge croissante en newton et on va capter les capteurs vont capter, ils vont transmettre via la carte d'acquisition à l'ordinateur qui va tracer, donc la courbe F en fonction de delta L. Et donc à un certain niveau, on va voir que la force va plafonner et elle va commencer à redescendre après ce qu'on appelle la striction, une diminution locale de la section. C'est le début de la fin, c'est le début de la rupture. Donc, ça continue à s'allonger, sauf que la force tombe jusqu'à une chute brutale, donc vers zéro, quand il n'y a plus de continuité, quand il y a rupture. C'est la courbe de traction brute. Est-ce qu'une telle courbe est exploitable directement? La réponse est non, parce que les résultats de cette courbe sont dépendants de la taille de l'éprouvette. D'où la nécessité de relativiser. Donc, on va relativiser la force en la divisant par la section initiale de l'éprouvette, on va obtenir sigma. Et on va relativiser le delta L, l'allongement, en le divisant par L0. On va multiplier par 100 pour avoir des pourcentages. Et ce qu'on va obtenir, c'est une déformation en pourcent. La courbe obtenue, c'est la courbe qui va avoir la même allure, sauf que des échelles différentes, des axes différents. Donc, c'est la courbe de traction relativisée qui est cette fois-ci directement exploitable puisqu'elle ne dépend que du matériau, elle ne dépend pas de la taille de l'éprouvette. On distingue tout d'abord une zone AB sur une telle courbe, c'est la zone élastique droite. La zone BC, c'est ce qu'on appelle la zone plastique homogène, du début de déformation plastique jusqu'au sommet de la courbe.
Le point C, c'est le point de striction, c'est là où l'éprouvette commence à se déformer localement. Et finalement, la zone CD, c'est la zone plastique post-striction. On peut aussi voir pour certains matériaux ce qu'on appelle des zones d'instabilité élastoplastique, pas sur tous les matériaux. Ça peut avoir plusieurs formes, un crochet, un palier crochet ou différentes formes. Comment on exploite la courbe de traction relativisée? Tout d'abord, le résultat le plus simple à trouver, c'est la résistance à la rupture R. C'est l'ordonnée au sommet de la courbe. Le module de Young, c'est aussi facile à trouver. C'est la pente de la droite élastique, delta sigma sur delta epsilon. Ça donne la flexibilité ou la rigidité. C'est-à-dire, si je regarde un matériau, je fais un zoom sur la partie élastique, pour un matériau A, en bleu ici, delta sigma sur delta epsilon, on prend 2 points de la partie élastique et on fait la différence des sigma, les ordonnées sur la différence des epsilon, les abscisses, on obtient E. On fait la même chose pour un matériau où la pente est plus faible, donc E est plus faible. On va dire que pour E élevé, le matériau est plus rigide, alors que si E est moins élevé, on dit que le matériau est plus flexible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour une même contrainte, le matériau flexible se déforme élastiquement plus que le matériau rigide. Donc flexibilité, rigidité, ça ne concerne que le domaine élastique. Passons à la limite élastique RE. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Pour cela, il faudrait expliquer quelque chose. À chaque fois qu'on charge à une charge donnée, une contrainte donnée, on monte en suivant la courbe. Mais si on décharge, on descend, non pas en suivant la courbe, mais en suivant une droite parallèle à la droite élastique. Le déchargement se fait toujours élastiquement. Si on monte plus, on descend également de façon élastique. On monte, on descend de façon élastique. Le déchargement est toujours élastique. Donc, si on veut trouver la limite élastique du matériau, en fait, comme principe, pour atteindre la limite d'un domaine, il faut toujours traverser la limite et passer vers l'autre domaine voisin un tout petit peu. Donc, la convention dit ici que la limite élastique correspond à une entrée minime dans le domaine plastique de 0,2%. Donc, on prend la droite élastique parallèle à 0,2%, comme si on avait déchargé, et on prend le point d'intersection de cette droite-là avec la courbe, ça nous donne RE. L'ordonnée de cette intersection, c'est RE. Donc, RE, on résume, c'est l'ordonnée du point intersection de quoi? De la courbe d'un côté et de l'autre côté, la droite parallèle à la droite élastique, passant par epsilon égale 0,2%. Le A% ou l'allongement à la rupture, c'est la projection parallèlement à la droite élastique du point ultime, du dernier point de la courbe avant la rupture. Donc, il faut voir quelque chose. Pourquoi on dit parallèlement à la droite élastique? Ça, c'est un zoom sur la projection du dernier point. Parce que si on descend verticalement, on va inclure le retour élastique. La partie que vous voyez en rouge ici, c'est le retour élastique. Alors que le A% qu'on veut déterminer, c'est une quantité entièrement plastique. C'est pour ça qu'on dit projection parallèlement à la droite élastique. Bien. On peut aussi, par examen de l'éprouvette après rupture, on peut déterminer l'allongement à la rupture, le A% en faisant 100 fois L moins L0 sur L0, L étant la longueur finale de l'éprouvette, en collant les deux morceaux de l'éprouvette fracturés ensemble, on mesure L, et on soustrait L0, on divise par L0, et le tout multiplié par 100 pour avoir des pourcents. Même chose, on peut trouver le coefficient de striction Z% en comparant les sections initiales et finales. Donc, section initiale moins section finale sur section initiale multiplié par 100. On commence par section initiale pour ne pas avoir un coefficient négatif. Ceci
Ceci conclut donc cette capsule. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez toujours consulter le site web ou la page Facebook pour plus d'informations. Pour les questions, vous pouvez me les adresser via mon adresse email que vous voyez en bas de la page. Merci.